Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. On n'a pas encore le niveau de Mariah Carey, les gars, mais je trouve qu'on s'améliore quand même niveau chorale de Noël. Ça fait plusieurs années qu'on le fait, on sent que ça chauffe. Bienvenue à tous dans la version 2024 du Chalet Axe Open. Alors, pour cette édition spéciale, pour ceux qui nous écoutent depuis un petit moment, l'idée, c'est qu'on va faire un bilan de l'année avec les grands trucs qui nous ont marqués dans la tech cette année. Et on va essayer de sortir un petit peu notre boule de cristal pour voir quelles seront les grandes tendances, ou en tout cas les choses qu'on va suivre sur 2025. Et bien sûr, comme d'habitude, à la fin, on donnera des idées cadeaux pour ravir aussi bien les geeks que ceux qui préfèrent rester plutôt sur du offline. Installez-vous bien confortablement, sortez petit chocolat chaud, petit plaid, et c'est parti. Pour m'accompagner aujourd'hui, les lutins du dev, comme d'hab, on a Philippe, le japonais aigri. On a Nathan, le monsieur propre du code. Salut. On a Jonathan, le PHP man. Officiellement sauf depuis 2 ans. Tu seras toujours le PHP man ici. Oh, salut. On a Nathan, le numéro 2 du nom. Bonjour à tous. Et on a Antoine, la châtaigne. Hello, c'est moi. Parce que son nom de famille c'est Châtaignier et que ça me fait rire. Voilà. Sur ce bid, on va démarrer par nos événements marquants de l'année. Je vais laisser démarrer Philippe. C'est quoi le truc qui t'a marqué le plus cette année dans le milieu de la tech, le truc qui t'a fait vraiment le plus d'effet, je vais dire. De l'effet, je sais pas, mais c'est vrai que tout ce qui tourne autour de l'IA, il y a quand même des choses assez intéressantes qui sont sorties. Et c'est à la fois le top et le flop de l'année. C'est-à-dire que c'était top au début et ça commence à faire flop, j'en ai un peu marre. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Donc ça reste mon top. Oui, parce que j'allais dire, l'IA, on en parlait déjà, je me rappelle, l'année dernière, en se disant, ça va peut-être être l'année où vraiment, on commence à regarder plein de pistes, et à se dire, ça va être l'année où ça va vraiment chambouler les choses et tout. Est-ce que véritablement, que ce soit côté des outils d'aide pour les développeurs, l'IA génératif, ou côté client, est-ce qu'on va vraiment... Je trouve que c'est un peu l'année de la maturité, c'est-à-dire qu'on commence à en avoir mis vraiment dans les projets clients, donc on commence à voir vraiment ce qu'on peut faire, et je trouve aussi qu'on commence à en voir les limites, en tout cas dans la forme actuelle. Et côté des développeurs? Alors moi, j'y crois pas du tout et je trouve ça nul. Tous ces outils qui t'aident à écrire des codes pourris, c'est pas mon truc. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui auront un avis différent autour de cette table. Moi, je trouve ça juste formidable. Non, mais il faut toujours rajouter un peu des guillemets dessus, dans le sens où ça génère plein de codes et si on n'a pas un avis critique sur le code que ça génère, en fait, ça sert à rien et ça apporte pas grand-chose. T'as essayé Bolt.new, là? Non. Moi, je suis très standard, c'est GitHub Copilot et ChatGPT. Je fais des tests de temps en temps sur les trucs à droite à gauche, mais pas tant que ça au final avec l'IA. En fait, je trouve que le vrai gain qu'on a, c'est tous les temps de recherche sur des documentations. En fait, ils cherchent beaucoup mieux que nous et plus rapidement. Et pour revenir sur la partie Copilot, le fait qu'il ait directement, entre guillemets, accès aux documentations quand tu es en train d'écrire, en fait, tu gagnes du temps sur des syntaxes, des choses à droite à gauche, où en fait, tu n'as pas besoin de quitter ton IDE parce qu'il t'a fourni l'information directement dedans. Ils le vendent bien. Hein. Non, mais après, j'utilise également GitLab Copilot, mais vraiment pour de la complétion assez simple. Je lui fais pas générer des pages de code intégralement, parce qu'après, derrière, il va falloir relire le code, et le code qu'il génère n'est pas forcément bon en plus. Mais pour juste de la complétion simple, avec en plus, vu qu'il a le contexte du projet, ça va beaucoup plus vite. Pour ça, c'est trop bien. Ouais, je savais pas qu'il fallait relire le code. Mais du coup, on est arrivé au bout de ces... Est-ce que vraiment ces outils-là, ils peuvent encore s'améliorer ou pas pour vous? Ou est-ce qu'on arrive au bout, côté développement, ils vont peut-être pas faire de plus grandes révolutions Là, il faut beaucoup de données pour améliorer les modèles. On atteint quand même un palier un petit peu en termes de datasets et de données disponibles pour permettre d'améliorer les modèles qui existent déjà. Et puis surtout, je pense que le défaut, c'est que tu passes plus de temps à exprimer le contexte à l'IA pour qu'il te génère un truc. Et du coup, si tu veux qu'il te génère un truc un peu plus qualitatif, il faut que le contexte soit plus large. Et plus le contexte est large, plus tu passes du temps à l'écrire. Et du coup, des fois, tu as un rapport coût-bénéfice qui est pas bon, quoi. Alors, des fois, moi, je vois des gars qui essayent de générer du code et qui écrivent un pavé pour qu'ils fassent le bon truc. Tu l'aurais fait toi-même, c'était... Donc, je suis assez d'accord que moi, je pense que ça fait un bon autocomplete. Ça peut aider dans certains cas, mais je suis pas sûr qu'on ait des paliers très, très intéressants à gagner dans les prochains temps. Et puis, l'un des points aussi qui est bien, c'est pour la génération de données de test, où parfois on veut peupler rapidement
une base de données pour voir les performances de l'application ou juste la faire vivre. Et c'est très simple de te faire. Tu lui passes 2-3 tables, tu lui dis génère-moi tant de données, il les fait directement et on n'a pas besoin de se prendre la tête à essayer de le générer nous-mêmes. Et c'est mon utilisation principale en tout cas. Il y a un peu de temps. Et dans la même vibe, Python, parce que c'était quand même... oh, je vous vois faire des têtes. Là, je trouve qu'on en entend moins parler, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins la hype... En tout cas, dans le monde du développement d'applications, c'est un peu moins la hype que ça a été par rapport aux années précédentes. Pour le coup, moi, je me suis mis il y a pas longtemps. J'aimais pas. Puis en fait, là, je commence à aimer un peu. C'est argumenté comme... N'oubliez pas qu'il a fait du PHP longtemps. Je découvre des vrais langages maintenant. Non, mais je m'y mets petit à petit. On a développé un petit moteur de recherche pour une application. La base, enfin, l'API était développée en Python. Du coup, par la force des choses, j'ai dû récupérer cette API et continuer à développer en Python. Je comprends l'intérêt de ce langage. Après, est-ce que ça me deviendrait le langage par défaut pour plein d'applications? Je sais pas. Mais pour des petits projets de scripting à droite à gauche, oui, je valide le Python. Le langage a ses forces. Il faut juste savoir quel contexte et quels sont les besoins de l'application pour savoir s'il est pertinent de l'utiliser ou pas. Comme, dans aucun cas, c'est pertinent. Il y a tout... Non, enfin, Nathan, je sais pas, mais... Je suis d'accord, et je lis de plus en plus de posts qui disent que Python c'est performant parce qu'en fait ils chargent des libs C++. Enfin, ça n'a pas de sens. Peut-être que les libs qu'on va appeler vont être rapides, mais le code qu'on va générer sera toujours très lent. Parce que du coup, j'ai traité des images avec OpenCV. Ouais, enfin, c'est juste une lib en C, quoi. Enfin, je trouve que l'argument est vraiment mauvais et il y a des gens qui se basent dessus. Plus je lis des choses sur Python et plus je me dis que c'est mal compris. Bon, bah. Adieu, Python. Et par contre, juste, je connais pas le plan du podcast. Personne ne le connaît, même Vas-y, pas moi. impro direct. Là, on va être en impro total. Moi, j'ai vu un truc qui est peut-être le fait de l'année. J'ai vu un article qui disait que les 50% des posts sur LinkedIn en anglais sont générés par des IA. Et ça, je pense que c'est vraiment le entre guillemets fait marquant, mais qu'on voit pas trop. C'est qu'aujourd'hui, une bonne partie de ce qu'on voit sur Internet est généré par des IA et complètement faux. Et ça, je pense que ça va devenir vraiment de plus en plus le cas, et on le voit. Et je pense que ça va vraiment devenir perturbant parce que du coup, tu vas perdre ce côté où Internet devenait intéressant. Je prends hier, par exemple, j'ai regardé un film tout pourri, un film, tu vois, un film de série B qui s'avérait être chinois. Et en fait, je suis allé sur Internet parce que les avis étaient bons. Et après, j'ai regardé le détail des avis. Et en fait, tous ces avis étaient faux, quoi. Enfin, ça se voyait, il y avait une création de compte, un seul commentaire. Et c'est tellement bien écrit que du coup, tu t'aperçois pas. Mais aujourd'hui, je pense que, je sais pas, sur les commentaires, je pense que 50%, 70% des commentaires sont faux. Et... Après, le truc, c'est qu'avant, ça se faisait déjà, d'écrire des faux commentaires, etc. Mais comme c'était beaucoup plus laborieux à le faire, les gens le faisaient pas forcément sur des petits trucs et tout. Ah, tu devais l'écrire toi-même. Comment ? Tu devais l'écrire toi-même, le commentaire. Ouais, ou alors il y avait des petits trucs pour envoyer en masse, mais c'était quand même beaucoup moins, alors qu'aujourd'hui, t'as juste à faire... Mais là où tu vois que c'est faux, maintenant, j'ai un repère, c'est que quand c'est écrit sans faute, en fait, c'est faux. Parce que du coup, en fait, les gens qui donnent des avis sur des films... Faudra que je fasse des faux. Non, mais c'est vrai, je trouve que le côté trop propre, tu vois que c'est faux, quoi. Moi, c'est le côté, tu vois, ce que je reprocherais à tout ça, c'est le côté sans âme. Tu vois, mais même sur les créations, tu vois, les photos, les vidéos, etc. Alors, ok, c'est propre et tout, mais en fait, il n'y a pas d'émotion. En fait, moi, je ne ressens pas de l'émotion quand tu lis des textes générés. Mais moi, je trouve qu'on a développé une capacité unique à l'être humain, c'est qu'on maintenant, on est capable de détecter nous-mêmes les contenus générés par IA. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir créé un filtre dans ma tête où les images, dès que, je sais pas comment je fais ça d'ailleurs, mais dès que je vois que c'est un truc qui est par IA, je scroll, quoi, tu vois. Puis en plus, même les grosses industries, les grosses boîtes se mettent à générer des choses par IA et ça se voit tout de suite. Ouais, t'as vu la pub Coca-Cola 100% IA ? Non. Et... Ils ont sorti une pub à la fin de l'année. Si. Tous les ans, ils font une pub de Noël. Et là, ils l'ont faite 100% générée par IA. Donc, t'as des petits défauts par-ci par-là. Mais après, ça reste propre. Ouais, mais je trouve qu'on le voit, en fait. Et du coup, on zappe. Moi, c'est comme les publicités, tu vois. Plus c'est gros, plus ça se voit. L'exemple concret que j'avais, moi, c'est le nouveau générique de la Ligue 1. Alors, ça... Peut-être, je sais pas s'il y a des fans de foot qui nous écoutent, mais le nouveau générique de la Ligue 1 McDonald's, 100% généré par les images, sont 100% générés par IA. Et dans les commentaires, tout le monde s'offusque de ça, en mode, des images, il y en a plein, mais en plus, ça se voit, il y a plein, enfin, les images sont pas cohérentes. Et je me dis pourquoi ils ont utilisé ça, je pense qu'ils ont voulu faire des économies monstres, mais ça enlève vraiment le cachet de... de la pureté du truc, mais après ils commencent à bosser, je crois, tu parlais de LinkedIn, sur des algos de détection aussi d'IA pour essayer de se dire, tu mets moins de scoring sur ces trucs-là. Google aussi, je crois, fait des choses là-dessus. Google, par exemple, c'est pourri maintenant. Je veux dire, honnêtement,
80% des résultats de Google, tu sens que c'est généré par un service market qui utilise un logiciel de génération, quoi. Et du coup, tu n'as plus aucun résultat intéressant, quoi. Bah, peut-être qu'on va tous retourner à la bibliothèque. Hein, Alors moi, ou pas, parce que si les livres aussi sont générés par c'est quoi le plan? enfin, On continue ou on a pro total ou pas? On a pro total, on peut y aller. Parce que moi, j'ai arrêté d'utiliser Google depuis un petit moment. Là, j'utilise un nouveau moteur de recherche. Bon, c'est pas du tout une pépite, hein, parce que ça existe, ça s'appelle Perplexity. Et c'est une start-up qui est très valorisée. Je me fais pas de soucis pour eux, je fais pas de publicité. Mais en gros, le principe, c'est que du coup, c'est un vrai moteur de recherche. Il va faire une recherche pour vous sur Internet et il va vous faire des résumés par l'IA des contenus. Mais l'intérêt, c'est que c'est sourcé, quoi. Et à l'usage, je trouve que c'est plus intéressant que Google. Parce que le problème de Google, c'est que tu fais une recherche, tu as 8 pubs, 12 produits et 4 annonces. Et à la fin, en fait, tu trouves un contenu de marketing pourrave, quoi. Donc, moi, je pense Google... Mais j'avais déjà annoncé, je pense, il y a 2 ans, ou je sais plus quand, j'avais dit, à mon avis, Google, ça va être très compliqué dans les prochaines années. Et je persiste à dire que je pense que ça va être très compliqué pour eux dans les prochaines années. Déjà, moi, au quotidien, j'utilise plus Google, j'utilise Bing. En fait. Ah ouais? Ouais, parce que je suis passé sur Edge. Bah, vu qu'en plus, maintenant, Axe Open est passé à fond Microsoft, j'utilise Bing. Et en fait, Bing, dans sa recherche, par défaut, il synthétise les résultats. Il fait comme Perplexity, du coup. C'est ça. Donc, en fait, quand on cherche, typiquement, on cherche toujours des recherches vis-à-vis de code et on tombe toujours sur les premiers résultats Stack Overflow. Bah, en fait, il met la réponse Stack Overflow directement dans le résultat. Ah bah, c'est le même principe que Perplexity. Ouais. Et du coup, c'est bien intégré. Et l'IA, du coup, Copilot, qui est basé sur ChatGPT, arrive à trouver des sources. D'accord. J'ai vu passer un article sur lequel il disait que c'était la première fois que Google, en termes de moteur de recherche, avait perdu autant de parts, mais il reste quand même largement en tête. Moi, ça me fait mal d'entendre qu'on utilise Bing, mais... Ouais. Mais ouais, je crois qu'il reste quand même au-delà de 90%. Oui, mais moi, je pense qu'ils n'imaginent pas le vide qu'il y a sous eux, en fait. Je pense que ça va aller très, très vite, quoi. Parce que, tu vois, j'ai montré Perplexity ce matin à 3-4 personnes, et ben, ils vont en faire leur moteur de recherche. Et ils ont un problème parce que leur business, c'est quand même de mettre des pubs. Et ils ont trop forcé, quoi. Je pense qu'il y a un moment... sur la pub, je pense que les gens en ont marre de manière générale sur à peu près tout. Mais sauf que c'est le business model, donc... Bah, en fait, au début, c'était intéressant parce qu'ils te mettaient 2-3 pubs, tu vois. Mais maintenant qu'ils te mettent des produits à chacune des recherches, moi, ça m'horripile, quoi. Non, mais tu trouves pas? Si. Là, tu te dis, genre, vas-y, c'est comme mon défaut de mon nul pointeur exception, et il te dit, hey, tu veux pas un mug avec nul pointeur exception? Ça veut dire, mais en fait, c'est hors sujet, tu vois. Quoi? Non, c'est sûr. Mais bon, après, écoute... Puisque ces outils sont gratuits, c'est que c'est toi le produit et qu'il faut te vendre quelque chose. Hein. c'est le bise. Si on poursuit un petit peu sur vos événements tech, ce que vous avez suivi le plus cette année, notamment dans le monde de JavaScript. J'ai Nathan, je crois que tu avais un petit chouchou dont tu voulais nous parler. C'est vrai, je suis peut-être cette année devenu fan de Svelte. Je trouve que c'est un framework front qui est très bien fait. Il est arrivé après tous les autres et je trouve qu'il a bien tiré parti des enseignements des autres. Son seul problème, c'est qu'il est arrivé après les autres. Donc sur le marché, il y a déjà, on va dire, les 3 gros qui sont bien présents et donc ça va être difficile de se faire une place. Mais moi, je pense que je l'utiliserai toujours beaucoup parce que globalement, il est assez flexible et très performant. Il manque toujours un peu de librairie à côté avec un peu de maturité, j'ai envie de dire, de recul sur toutes les montées de version. Mais je crois en Svelte et je pense que ça va être un très bon framework web. C'est comme ça me fait rire parce que c'est comme le flotteur de Tutur. Si tu nous écoutes, je sais que tu n'es pas loin. C'est exactement pareil. Mais l'histoire a prouvé que quand les développeurs autour de cette table croient en une techno, comme Arthur lui fait à l'époque quand il arrive avec son flotteur, ça fonctionne. Après là, c'est pas Google derrière, donc. C'est qui est derrière Svelte d'ailleurs? Je crois que ça a été fait juste par un gars, mais je suis vraiment pas sûr du coup. Je crois pas que c'est une grosse boîte qui a racheté quoi que ce soit. Pour l'instant. Ouais. Ok. Et l'univers JavaScript, de manière un petit peu générale, il y a eu des gros changements cette année où ça reste plutôt stable dans l'idée? Il y a eu le WebAssembly qui prend un peu plus de place. Il commence un petit peu il y a des petits projets qui commencent à se créer un peu autour de ça, mais ça reste encore des petits balbutiements. On va avoir peut-être, pourquoi pas, du Rust qui va pouvoir être implémenté, du C, du C++, directement dans les navigateurs. Et là, ça peut commencer à être intéressant pour la 3D, pour des jeux, pour d'autres aspects après. Je pense qu'on pourra bientôt charger du Python qui va charger du C++. Tu charges des livres comme ça à la chaîne. Un des sujets dont on a beaucoup parlé aussi cette année, c'était le serverless. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça, et depuis un moment d'ailleurs. Est-ce que finalement, ça retombe pas, quoi?
Philippe, je sais que tu as un avis sur la question. Oui, alors moi, j'ai jamais trop aimé. Enfin, c'est assez galvanisant le serverless et tout ce qui est micro-front-end, tout ce qui est microservices, tous ces trucs-là, c'est assez galvanisant quand on rentre dedans. Par contre, après, une fois qu'on a fait ces vrais projets dedans, on se rend compte que c'est pas terrible, quoi. Et je trouve qu'on commence à avoir des retours d'expérience de gens qui sont un peu plus honnêtes, qui disent que ça correspond pas à toutes les architectures, que ça les a beaucoup ralentis dans le développement et compagnie. Donc je pense que c'est pareil, ça a été la hype ces dernières années, et là je pense qu'on va comme d'habitude, on va revenir à un peu de saine gestion dans les projets informatiques, et restera dans le serverless, qui a raison d'être dans le serverless. Donc dès qu'on a un petit traitement à côté et compagnie, ce genre de choses, ça va bien. Pour faire une grosse app, ça va pas. Et donc du coup, je trouve que c'est bien, ça revient à la maturité, à un truc intéressant, quoi. Okay. Après, moi, j'ai un problème avec tout ce qui est le déploiement dans le serverless. Je pense qu'on est très très loin de quelque chose qui soit mature et stable, sur lequel on peut bâtir. Même s'il y a des initiatives de framework qui vous aident à déployer des lambdas ou des choses comme ça, franchement, c'est encore vraiment brouillon. En tout cas, genre, c'est jamais fait pour une application entière. Donc, ça propose des services pour déployer une lambda, mais dès qu'on va en déployer 10 avec du code partagé un peu partout, qu'on ne va pas tout remodifier tout le temps, il n'y a jamais vraiment d'outils pratiques pour faire tout ça. Dans les grands sujets dans lesquels on a parlé cette année, il y avait tout ce qui tournait autour de l'éco-conception, du green IT, etc. Est-ce que véritablement on voit parce qu'il y a eu beaucoup de pubs en vrai sur ces sujets-là, avec beaucoup de greenwashing autour. Est-ce que réellement, dans la manière de concevoir aujourd'hui les applications, les lignes de code, est-ce qu'on réfléchit plus à l'optimisation à ce regard-là, quoi ? Bah, ça a été vrai, et je pense qu'il y avait vraiment un truc qui poussait chez les clients de ce côté-là. En plus, ça allait bien dans une démarche de réduction de coûts, l'énergie était chère dans les dernières années. Et là, j'ai envie de dire, pour moi, ça a été balayé par l'IA. Alors, en fait, l'IA est arrivée, et en fait, tous les maigres gains qu'on avait combattus, ils ont été balancés en 2 secondes, parce que du coup, tu peux optimiser ce que tu veux, mais si tu mets de l'IA dans ton application, de base, c'est mort, quoi. Donc, du coup, c'est plus vraiment la trend. Enfin, en tout cas, c'est un truc important, et nous, on continue à le faire vivre. Par contre, chez les clients, c'est plus autant important qu'avant. Et même du point de vue développeur, à partir du moment où on utilise de l'IA juste pour travailler, je pense que le gain, le coût énergétique du développeur a vraiment explosé. On verra quand on fera notre nouveau bilan carbone à la fin de l'année. Comment est-ce que vraiment on atterrit. Du côté des piliers de la tech, j'entends des Microsoft, les grands Java, Spring, enfin les choses qu'on utilise beaucoup ici. Il y a eu des changements majeurs cette année où ils sont toujours stables et... Ils commencent à se mettre au nucléaire, je crois, pour les data centers. C'est vrai ? Ils commencent à monter leur microcentrale. Donc pourquoi pas, on verra ce que ça fait, si ça marche bien. Mais y a pas c'est pour pallier un peu les soucis. Niveau tech, je trouve qu'il n'y a pas eu de folie cette année. Enfin, je verrai à part l'IA ou n'importe qui dit qu'il fait de l'IA. On a vu de l'IA as a service qui commence à être bien déployé et tout ça. Sur les trucs type Azure, il ne s'est pas passé grand-chose cette année. Enfin, c'est l'âge de la maturité, les systèmes sont stables et fiables. Maintenant, on rentre dans l'ère de la petite mise à jour. Ça, on a toujours Azure et AWS qui sont les leaders du marché en termes de cloud provider. Google pour 3e. Et quelques autres services marginaux qui essaient de concurrencer. Mais en sachant que AWS, c'est Amazon et que Azure, c'est Microsoft, c'est compliqué. Après, il y a quand même pas mal d'initiatives sur le cloud souverain qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et moi, je pense que dans les prochaines années, on va un peu sortir de ces gros hébergeurs pour aussi avoir des solutions qui soient plus nationales, sûrement moins chères, et sur lesquelles on aura une meilleure maîtrise. Ouais, mais est-ce qu'on aura un même niveau de qualité de service que Amazon ou Microsoft ? En fait, la vérité, c'est que ce dont on a besoin dans la majorité des applications, c'est un Kubernetes as a service, et que les nouveaux cloud providers type qui sont hébergés en France, ils ont tout à fait la capacité de faire ça. Et en fait, on s'aperçoit sur la longue traîne qu'il y a plein de services sur ce truc Azure, AWS qu'on finit par enlever parce que déjà ça coûte trop cher, et qu'on revient avec un Kubernetes ou équivalent. Et ça aujourd'hui, tout le monde peut le faire, quoi, et le faire bien. Et je pense qu'aussi avec la montée des prix de l'énergie, ça commence à faire des factures vraiment très chères pour tous les gros projets. Et toutes les grosses boîtes sont parties sur le cloud un peu parce que c'était la mode, parce que ça faisait bien, et qu'ils avaient en fait tout un parc déjà prêt on-premise, qui vont se rendre compte qu'en fait ça coûte beaucoup plus cher, il n'y a pas forcément plus de maîtrise, c'est pas forcément un meilleur niveau de service. Ils vont commencer petit à petit à revenir on-premise.
Et le cloud va être, je pense, de plus en plus réservé pour des boîtes beaucoup plus petites qui n'ont pas de quoi avoir une équipe qui gère l'infra et qui va avoir besoin du coup entre guillemets, d'un prestataire pour héberger leurs applications. Et moi, j'ai aussi j'ai vu une stat que j'ai trouvée, alors évidemment, ça prêche pour notre chapelle, mais j'ai vu une stat de l'augmentation des prix des logiciels SaaS sur l'année 2023. Je crois que c'est énorme. C'est monstrueux, quoi. C'est aux alentours de 9%. Donc ça veut dire que les éditeurs qui font du SaaS aujourd'hui, en fait, ils ficellent leurs clients dans des solutions SaaS et puis après, ils les augmentent à paquet de 10% chaque année, sachant qu'ils annoncent ça généralement en fin d'année et que tu n'as pas vraiment le choix d'augmenter le truc. Moi, je le vois, par exemple, sur les abonnements à Office 365, ce genre de choses, ça commence à devenir très cher. Je pense qu'il va y avoir, dans les années prochaines, 2025, 2026, un mouvement de retour en arrière, de dire, OK, t'es sympa avec ton SaaS où je paye à l'utilisation, mais finalement, je vais peut-être me refaire un petit logiciel ou je vais peut-être le réimporter dans mon SI à moi, parce que ça me coûte beaucoup moins cher sur la longue traîne. Oui, puis après, il y a un truc dont on parle pas, c'est après l'économie au global. Et tu dis qu'aujourd'hui, les boîtes, elles font peut-être plus gaffe à leur budget. Ouais. Que clairement, 2025, ça va être l'année du. Voilà, on rationalise, on maîtrise et du coup, on va chercher effectivement les zones de coûts. C'est pas très Noël, ça. Comment ? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est mauvaise ambiance, putain. On reviendra avec des meilleurs jeux après, mais effectivement. Je rejoins ce que dit Nathan. Après, t'as les factures effectivement qui vont exploser, et notamment pour ceux qui n'avaient pas optimisé leur truc, qui du jour au lendemain se retrouvent avec des. Non, mais même des logiciels, sautes, des pauvres logiciels de SIRH qui étaient la 5e roue du carrosse qui explosent en termes de tarifs. Il y a un moment où ça va. Après, c'est la stratégie, je pense aussi. Ouais, c'est la stratégie des éditeurs, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de DSI qui se sentent bloqués et coincés dans des solutions, et je pense qu'ils vont revenir à dire en fait, toutes ces solutions SaaS qu'on paye, est-ce que ça a vraiment un gain pour l'entreprise ? Après, tu as la problématique, moi je trouve, quand tu as mis effectivement, je dis n'importe quoi, mais ça fait 5 ans que tu as avec le même CRM, machin, tu as toutes tes données dans le truc. Non, mais c'est clair. Tu vois, c'est la politique du changement qui fait que, je pense, mais bon, ça bloque plein de gens. C'est un peu quoi. comme la politique d'Oracle pendant des années, c'est-à-dire ils ont ficelé les gens, ils augmentaient, et maintenant tous nos clients veulent se barrer d'Oracle, ou VMware, même principe, c'est qu'en fait, tu crois que tu es dominant, et puis au bout d'un moment, tu tires sur la corde, et non, elle se casse, quoi. Et un jour, tu as Docker qui est créé, et c'est fini. On va voir les prochaines révolutions là-dessus. Sur des outils, je sais que vous aimez pas trop en parler ici, mais il y a quand même pas mal d'outils low-code qu'on voit de plus en plus. Et tu vois plein de gens qui testent aussi des choses, notamment je pense aux métiers, qui se disent, ils passent la DSI et on fait notre truc dans notre coin. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces outils ? Moi, le no-code, c'est un peu comme le serverless, c'est un faux concept. C'est-à-dire, le serverless, il n'y a pas de monde où il n'y a pas de serveur. Dans le serverless, c'est le serveur d'un autre. Et le no-code ou le low-code, c'est juste ce que tu développes à toi, mais c'est le code d'un autre. Donc, du coup, c'est juste que tu as déporté le problème de ton code dans une autre boîte en te disant ils sont meilleurs que toi pour faire du code et que ça va être maintenu. C'est un pari. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais je veux dire, il n'y a pas de no-code, il y a juste le code d'un autre. Ça partage le même avis autour de la table ? Totalement, hein. Le no-code ou le low-code, ça peut être bien pour des personnes qui ne sont pas informaticiens, qui veulent faire peut-être un petit site vitrine. Je pense notamment à WordPress avec tes plugins comme Elementor. C'est bien ça, Jonathan ? Ça a toujours existé. Enfin, ça a toujours existé. Oui, mais c'est le même principe. Voilà, mais. C'est le principe où. Pour les sites vitrines, quoi. Le principe du no-code ou du low-code, c'est de se dire on peut se passer des informaticiens. C'est toujours le même truc. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut se passer d'un corps de métier, on crée un truc qui va l'abstraire. Mais en fait, on l'enlève pas, c'est juste qu'on l'a déporté, quoi. On rajoute juste une étape entre. Ouais. Puis à la fin, il y a toujours besoin d'un informaticien parce qu'il y a une mise à jour qui a pété et que, Allô et que personne ne comprend pas pourquoi le site ne marche plus. Mais je trouve que les outils low-code, alors je ne me suis pas renseigné dessus, mais c'est quelqu'un qui m'en a parlé avec Open, Flutterflow, où ça génère en fait du code Flutter, et il paraît que le code il est assez propre, mais je pense que pour des POC, pour des petites applications à droite à gauche, ça peut être pas mal. Par contre, pour une vraie application métier, partir sur du no-code, du low-code, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied, parce que déjà, on va générer du code qu'on n'est pas forcément... que nous-mêmes, on n'aurait pas fait. Donc, pour le débugger, bon courage. Et puis, dans 5 ans, quand ton low-code ne sera plus à la mode, tu vas aller voir une boîte de service, ils vont te dire j'ai pas du tout envie de m'occuper de ton truc. C'est ça. Quoi. Tu vois, il va te retrouver avec ton tas de boue. Quoi. On refait. Il y a d'autres événements d'autres choses importantes cette année que j'aurais zappé, que vous vouliez partager là ? Moi, je veux parler sécurité. Je pense que c'est quand même une année où
comme toutes les années, mais de plus en plus, où la cyber security, ça devient vraiment un enjeu prioritaire. Quand je regardais les budgets informatiques qui sont alloués à ces systèmes de sécurité, c'est stratosphérique, quoi. Donc, quand on regarde le budget d'une DSI, en fait, aujourd'hui, elle est bouffée par des abonnements, qu'elle est bouffée par des trucs comme ça. Il y a de moins en moins de place pour les projets. Déjà, maintenir en place ce qui existe, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc moi, ouais, puis c'est quand même l'année où on a eu un crash de sécurité majeur avec la fameuse mise à jour CrowdStrike. de CrowdStrike qui a pénalisé tout le monde. Donc je pense que ça, c'est toujours un sujet qui va rester d'actualité en 2025 comme en 2026. Oui. On voit, si jamais on a une brèche dans la sécurité, c'était domino, tout tombe. Il y a eu CrowdStrike, il y a aussi diverses attaques sur des hôpitaux en début d'année qui ont paralysé les hôpitaux pendant des jours et des mois, qui sont dû revenir au papier. Et on peut voir que si le sujet n'est pas pris suffisamment sérieusement en compte, que les conséquences peuvent être terribles. Après, j'allais dire, le truc de la sécurité, je pense qu'effectivement, tout le monde doit l'avoir dans le giron, mais ça coûte horriblement cher et c'est pas le sujet dont les gens ont envie de s'occuper parce que c'est pas... Non. Voilà, Moi, c'est t'avances pas, quoi, en fait. Moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'un jour on aura des vrais audits de sécurité un peu intelligents et pas juste chers avec un rapport où les gens s'engagent en disant que c'est sécurisé. T'es en train de tracher tous les gens qui font des audits de sécurité. Non, parce que je les connais pas tous, mais j'espère qu'il y en a qui font les choses bien, mais généralement, quand on a un peu des audits de sécurité, je sais que moi, de ceux que j'ai vus, j'étais toujours un peu déçu sur la qualité. Genre, ça fait... Ils ont checké les versions et t'as 2 versions de retard. C'est un peu ça. Il y a pas, je trouve que ça manque vraiment de l'intelligence et de la réflexion humaine de comprendre un peu le produit et comment il peut être mal utilisé. Ce qui est en général, je pense, les failles les plus grosses, plus que celles des logiciels tiers qu'on utilise. Après, vision DSI, c'est pas vrai parce que t'as un parc applicatif. Mais c'est vrai que nous, en termes de développement spécifique, ils regardent jamais rien, quoi. C'est un peu décevant. On va s'arrêter là sur le bilan cette année. C'est quoi vos projections pour l'année prochaine, à part du coup la partie sécurité où tu te dis on va investir encore plus dedans. Est-ce que vous avez des choses que vous allez suivre particulièrement La montée de Svelte. C'est tout, Nathan. Il n'attend plus rien. Il n'attend que ça. Non, en fait, moi, cette année, j'ai toujours pour habitude de tester plein de choses. Et il y a vraiment 2 choses que j'ai beaucoup aimées, c'est Svelte et le Rust. Le Rust, je crois que je m'y suis pris en 3 fois pour retester. Chaque fois, je teste, j'étais déçu, j'étais pas content. Et là, je commence à vraiment être content de ce que j'arrive à produire avec et de ce que ça fait, de la philosophie du langage. Et je pense que c'est les 2 choses que je vais suivre et continuer à pousser. Donc ça, c'est pour la partie code. Après, pour la partie DevOps, j'aimerais bien trouver des choses, s'il y a un outil dont je rêve en DevOps, ça se trouve, il existe déjà, hein, mais c'est de pouvoir analyser les scripts Terraform pour connaître à l'avance quels sont les droits qu'on a besoin d'avoir pour l'exécuter. Et globalement, ça rejoint un peu le sujet de la sécurité, de se dire qu'on pourra créer des comptes avec uniquement les droits nécessaires pour notre infrastructure et pas un truc avec beaucoup trop de droits que ce qu'il devrait avoir. Étoile. Droit à tout. Et ça, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Et je sais que ça fait partie des projets que potentiellement je commencerai à regarder, à écrire un peu à droite à gauche, si jamais je trouve pas de choses qui me plaisent. Si quelqu'un a la solution en commentaire. Hein. Et si elle n'existe pas, me piquez pas mon idée. Copyright. Nathan, le deuxième du nom. Tu vas suivre quoi, toi, l'année prochaine ? Je vais suivre sûrement l'IA, dans le sens où comme Phil Plati, ça commence à être mature. Et je pense qu'il va y avoir peut-être des projets, des outils qui vont être un peu plus réfléchis lors de la création, qui vont pouvoir peut-être répondre à tes besoins un peu plus concrets. Mais sinon, non, ce sera surtout des langages comme le Rust, le Go, le Svelte, si Nathan en parle aussi bien. Tu vas te laisser convaincre. Je peux. Et voilà. Mais non, j'attends pas grand-chose de 2025. Dans le sens où les frameworks front se ressemblent quand même de plus en plus. On va pas se mentir maintenant avec les states Angular, le React. J'ai vu que Svelte aussi a mis en place des runes. Exactement. Donc ça commence un peu à tous ressembler. Donc à voir où ça va nous mener. Est-ce qu'il y aura un petit peu de folie ou pas cette année ? Philippe, tu vas suivre quoi toi cette année ? Qu'est-ce que tu penses de la préoccupation Moi, je m'intéresse beaucoup au cloud souverain et à sortir des hébergeurs cloud, en tout cas d'avoir des solutions pour sortir des hébergeurs cloud et d'être capable de retrouver la mainmise sur une partie de son workload.
Moi, je suis pas mal des systèmes qui permettent de dire je suis sur AWS, Azure, j'ai mon Kubernetes qui tourne, et de dire je peux le débrancher et je peux redémarrer assez rapidement sur un cube en local là-dessus. Donc, moi, je pense que ça va devenir un des enjeux des prochaines années sur la partie infrastructure. Ils augmentent tellement les coûts que ça va devenir vraiment invivable. Donc, je suis assez partisan de. Je suis peut-être un petit peu 2 ans en avance, tu vois. Je me dis, c'est peut-être pas l'année prochaine, mais je pense qu'on va avoir cet enjeu-là. Et il y a des solutions qui commencent à sortir de dire comment on peut faire de la résilience sur des hébergeurs. Et c'est toujours un truc qui m'intéresse pas mal. Je me souviens d'un podcast où tu avais dit que aujourd'hui, on est tous sur le go cloud à fond, et qu'en fait, finalement, un jour, on va peut-être se rendre compte que c'était pas forcément la meilleure idée de tout mettre dans le cloud. Ça c'est la base. De toute façon, la base, c'est tu fais tout dans une techno, après tu fais tout dans une autre, et puis après tu reviens au premier truc en te disant je suis allé trop vite, trop loin. Ouais. Là, la mode, c'est l'IA, on en met partout, tout le temps. Après, on s'apercevra que c'est pas très efficace sur plein de sujets, et on reviendra. Mais oui, je pense que j'anticipe un peu ce retour du cloud là-dessus. Mais après, quand tu dis un petit peu retour du cloud, si on repasse sur du on-premise, tout, il te faudra des profils qui gèrent un peu la partie plus infra. Moi, je pense qu'il y a un marché pour des machines un peu préconfigurées dans lesquelles tu pourras déployer ton workload assez facilement. Donc, je suis ça, moi. C'est-à-dire que je pense pas qu'on aura un retour arrière avec des admin 6 qui vont... non, c'est jamais le cas, on revient jamais vraiment en arrière, mais par contre qu'on puisse avoir la capacité, par exemple, mais je pense que ce sera fourni par des hébergeurs de cloud, de dire en fait vous avez des machines prépackagées qui sont chez vous et qui permettent de déplacer ton workload chez toi. Donc je pense là-dessus, moi, il y a beaucoup de choses à faire dans les prochaines années. Genre un bel AS400 dans l'open space. non, mais pas ce type-là, mais tu vois, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire facilement. Donc retour vers l'autonomie, le contrôle, la maîtrise, quoi. Une semi-autonomie, parce que tu n'es jamais vraiment autonome, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Antoine, qu'est-ce que tu vas suivre l'année prochaine? Il y a l'open source qui est intéressant. Il y a eu des belles failles de sécurité cette année, avec XZ utile, des choses comme ça. Et je veux voir si les entreprises elles commencent à payer vraiment pour ce qu'elles utilisent gratuitement au quotidien, et voir comment ça peut impacter, je sais pas, le développement de l'open source utilisé dans les entreprises propriétaires. Et il y a ça, il y a eu une battle aussi WordPress avec le développeur principal. En fait, c'est un peu la guerre entre l'open source et les logiciels propriétaires. Et je veux voir comment ça évolue et comment ça se développe. Je pense que ça va être intéressant. Jonathan, tu vas suivre toi Pour un peu tous les sujets, là. Peut-être je vais m'intéresser à Svelte aussi. Ah ouais, t'en as compris déjà 2. Si j'avais su, j'aurais demandé un code promo ou un truc. Non, je vais aussi suivre l'IA, mais un peu plus lointain quand même. J'ai un peu du mal avec l'intégration de l'IA de partout. En fait, dès qu'on cherche un nouvel outil de partout, c'est vous avez vu, on a mis de l'IA. Ah, mais tous. Truc bête. Tous. Je me la pète, je suis à 386 jours sur Duolingo. Mais ils ont fait un nouvel abonnement où ils ont mis de l'IA dedans. Enfin, de partout, il y a de l'IA, de n'importe où. Où ils peuvent mettre de l'IA, il y a le mot IA qui apparaît. Donc je vais suivre ça, comment ça va évoluer. Et après, je vais rester à l'écoute toujours des nouvelles technologies. Toujours à la veille. Après, c'est très market, le truc de mettre de IA partout. Parce que tout le monde veut voir ce mot. Donc, De toute façon, toutes les grandes conférences des groupes de 2024, je pense à Apple, je pense à Google. Ouais, c'était full IA. C'était que de l'IA. Je me souviens encore Apple qui... les nouveaux écouteurs qui intègrent de l'IA. C'est vrai? Ouais, pour savoir le volume de l'environnement pour ajuster à ce que tu écoutes bien. Okay. Mais en fait, l'IA, ils utilisent ça l'IA un peu comme en beauté, où des fois il y a des termes en fait, qui sont vraiment à la mode, genre l'acide hyaluronique et tout, il y en a de partout. Ils disent des termes, on sait que c'est là, on sait pas ce que ça fait, mais c'est une plus-value. En fait, le mot IA, pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu le mot fait vendre. Ouais, le mot fait vendre, clairement. Bon, on verra l'année prochaine, du coup, si jamais ça continue encore, ou si effectivement il y a des... Parce que moi, je me pose quand même la question des coûts afférés en maintenance, etc., sur l'IA, et le fait qu'aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose, et que demain... c'est comme le SaaS. Ouais, les factures vont exploser, et là, si t'en as mis un petit peu partout, tu seras peut-être un petit peu embêté, quoi. Je crois que ça, c'était une des premières choses quand on avait fait des présentations, surtout pour les écoles, de ce qu'était l'IA. C'était, je crois, un des premiers warnings qu'on mettait, c'était qu'actuellement, ça coûte pas cher, mais que c'est inévitable et que ça va forcément coûter cher. Chaque fois, on prenait l'exemple de Netflix, Amazon Prime, etc., qui chaque année augmentent les prix. Une fois qu'ils ont eu le parc d'utilisateurs, ils font qu'augmenter. Et les gens restent parce que le confort fait que, mais ça va pas toujours marcher.
Et puis après, ouais, j'allais dire, tu parlais des présentations, enfin des étudiants, etc. Il y a un vrai sujet là-dessus, hein, sur la formation des développeurs dans les années à venir qui rentrent dans des modèles qui sont peut-être un peu plus complexes et s'ils apprennent tout Puis avec de il n'y a l'IA. pas que les jeunes, il y a aussi beaucoup de reconversions de personnes qui sont électriciens. Ouais, bah, je dirais, enfin, tu vois, quand je dis jeunes, c'est en tout cas les gens qui s'intéressent Ouais. au milieu du développement. et qui ont Mais pas du coup, beaucoup. ils rentrent dans le monde de l'informatique directement avec de l'IA, ils génèrent du code via ChatGPT sans forcément comprendre ce que ça fait derrière. Niveau compréhension et même acquisition des bases, ça va être compliqué, quoi. Même niveau esprit critique. Oui. Ils vont prendre le code, ils vont l'utiliser. Ils n'auront pas la notion, est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce qu'il est maintenable? Toutes les questions qu'on peut se poser. Pareil pour les étudiants. La majorité des projets étudiants, c'est des petits projets en one-shot. Ils doivent marcher le jour de la présentation. Mais sinon, il n'y a pas de suivi derrière. Bah, je pense qu'on a pas mal de sujets sur ces trucs-là et je pense qu'il faudra bien accompagner les gens sur les années à venir. C'est vrai qu'au final, je me rends compte qu'on n'a jamais eu de cours sur la qualité de code. Ah, mais toi, la qualité de code, c'est... Non, mais c'est vrai. Non, mais On a on fait, n'a hein. jamais non plus trop poussé l'esprit critique. Des fois, on a des cours sur l'aspect performance, mais pas forcément sur l'aspect bonne pratique. Enfin, c'est des choses qu'on a au fur et à mesure de notre carrière, à force de discuter, travailler avec d'autres gens. On lit le code des autres, du coup, on est critique avec leur code. On se dit, le mien n'était pas forcément mieux. En fait, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas vraiment et qui sont au fur et à mesure du temps. Alors que ça pourrait être utile d'avoir quelque chose un peu ancré et d'appris à l'école. Après, est-ce que c'est pas au cours des... Enfin, quand tu passes juste 1 ou 2 ans en formation, à quel point... Enfin, on peut peut-être planter des graines, mais est-ce que c'est pas à force de faire aussi des choses que tu vas... Mais il faudrait les planter. Faudrait les Déjà. planter, ok. On va aller faire un petit peu de jardinage. Bon, bah merci à tous en tout cas pour votre bilan de l'année, vos quelques projections sur l'année prochaine. On va faire un petit tour de table sur les idées cadeaux, parce que pour le coup, moi je suis toujours très embêtée parce que je fais toujours mes choses à la dernière minute, alors je suis toujours preneuse d'idées. T'es large. Hein T'es large. Là, je suis large, on est, je sais plus, on est le 12-13 décembre, quelque chose comme ça, donc ça va. On a encore un petit peu de temps. Vous allez acheter quoi du coup cette année? Jonathan, t'as quoi comme idée Je crois que t'as toujours des idées un petit peu loufoques, toi. Ah oui, on est allé faire un tour dans un grand magasin de hard discount. Qu'est-ce qu'on a acheté? On a fait vraiment un cadeau inflation. On a acheté 3 kilos de pâtes pour la famille. Chacun. Mais les panzani, hein, franchement, on se fout pas de leur gueule. Non, après, idée cadeau, on va offrir des places pour aller voir Berino à la famille. On est allé le voir avec ma copine au mois d'octobre. On a adoré. Il fait une nouvelle tournée l'année prochaine. Et ouais, tout ce qui est art, musique et plus dans ces eaux-là pour les cadeaux de cette année. Ah, moi, je trouve toujours ça chouette. Enfin, ça fait plusieurs. Moi, je vais pas innover avec les années, mais je trouve ça chouette d'offrir plutôt que des produits finalement dont parfois les gens n'ont pas besoin, tout ça. Et quand tu fais des activités, des sorties et tout, au moins tu crées un peu un moment et souvent les gens sont super contents. Et je trouve ça beaucoup plus simple. Là, je suis parrain depuis pas longtemps, d'acheter des cadeaux pour un tout petit qui a 1 an et demi. Mais là, je vais au magasin de jouets, mais limite, je pense, je me mets à la place du petit, j'achète des cadeaux pour moi. Quand je vois les grands garages et tout, je me dis, ah là. Et là, je peux acheter n'importe quoi, mais par contre, pour trouver un idée cadeau à quelqu'un, un adulte, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve. Ah, puis t'as toujours le truc de il a tout ou elle a Oui. tout, tu vois. Oui. Donc bon. Philippe, c'est quoi tes idées? Tu mises sur quoi cette année? Pas de cadeau. Quoi? Pas de cadeau. Pas de C'est cadeau. pas une Non, bonne moi je idée. suis plutôt sur des livres. Parce que comme ça, je sais que les gens les lisent pas, mais ça me fait plaisir de les offrir. Donc je reste toujours sur cette idée De cultiver les autres. d'essayer de cultiver les autres, quoi. Mais non, mais de toute façon, aujourd'hui, on est dans un monde où la majorité des gens ont tout, donc tu peux pas leur offrir un truc tu vois, qui soit dingue. Donc je pars sur l'idée de livres. Ou sinon, j'aime bien offrir genre des bottes, tu vois, de pluie, tout ça, bien. Putain, j'étais sur des bottes robot. Moi. Tu vas offrir des bottes. Ah, des robots. Non, une vraie paire de Des bottes. bottes de pluie. Moi, j'ai découvert des vraies bottes fourrées, et en fait, c'est vrai que c'est pas mal quand t'es dehors. Voilà. Petite Ah. idée Des petites idées. que personne se paye. Ouais. Après, moi, j'avais fait dans ce genre-là, c'est tu sais, tout ce qui est bâton de rando et tout pour les gens qui aiment bien et qui commencent à y aller, parce qu'il y a quand même une hype de fou ces dernières années là-dessus. Et après, si c'est quand je me balade chez les gens, tu vois, genre, je suis allé chez mes parents il n'y a pas très longtemps, tu vois l'appareil qui dysfonctionne, tu vois, ou qui fonctionne avec du scotch, et tu te dis non, mais vous pouvez pas rester comme ça quand même. Je suis ok, il faut faire la durée de vie, l'étendre à fond,
Mais c'est cool parfois de changer de trucs. Nathan, toi, tu vas offrir quoi Alors moi, un peu comme Jonathan, je me suis plutôt orienté sur des activités ou des concerts. Là, par exemple, j'avais quelqu'un qui est féru de voiture. Du coup, je lui ai offert un pass sur un circuit où il peut conduire des voitures un peu c'est quoi, tu fais des voitures un peu, un peu sport que tu t'auras jamais, quoi. Il peut faire ça. Et aussi se faire conduire par un pilote professionnel. Ça, c'est plus marrant, ça. Voilà. Avec les mêmes voitures sur le même circuit. Ou pour voir les réactions, tout ça. Et oui, plus tes activités pour passer un beau moment, plutôt qu'un objet, il y aura peu ou pas d'utilité. L'autre Nathan? Moi, déjà, j'ai une question, c'est il sort quand le podcast? Parce que si jamais on nous écoute... Il va sortir avant, forcément, avant Noël, et même... On demandera à Lydia tout à l'heure quand elle peut nous le sortir. Mais je pense que les gens auront encore le temps d'aller dans les magasins. Non, mais surtout, moi, j'ai pas envie de spoiler les cadeaux que je vais offrir. C'était plus pour ça. Ah oui. Oh, mais non, mais j'ai quand même une bonne idée. C'est pas celle que je vais acheter, mais cette année, je me suis, moi, acheté une liseuse. Et en fait, j'ai trouvé l'expérience incroyable. Et ça m'a fait redécouvrir la lecture. Et depuis, je lis vraiment, je pense, un livre toutes les 2 semaines. Et je pense que ça peut être un très bon cadeau. Donc, je crois que en fonction des modèles, ça peut coûter un peu cher. Mais en soi, je pense que j'avais beaucoup sous-estimé le plaisir de la lecture à travers une liseuse plutôt qu'un livre. Donc, du coup, voilà, je pense que ça peut être un cadeau vraiment sympa. Et la lecture sur l'écran, ça va, c'est moins qu'un. En fait, ça fait vraiment pas écran d'ordinateur. Visuellement, c'est vraiment pas. Ça attaque pas du tout les yeux. Ça fait très, en fait, page de livre plus qu'un écran. Et tu retiens aussi bien. Enfin, tu vis la même expérience sur liseuse que sur livre. C'est même encore mieux. Bah écoute, tu vas combattre le monsieur qui est là-bas avec ses livres. Moi, j'ai une liseuse, hein. T'as une liseuse aussi, vous faites les deux. Moi, j'aime bien Enfin, je lis pas beaucoup de livres, mais les seuls que j'ai, j'aime bien avoir le papier en fait dans les mains. Enfin, c'est bête aussi, mais l'odeur aussi. Il y a une odeur des fois, du livre. Ouais. Et moi, je trouve ça chouette. Mais bon. Moi, je suis très efficacité. Si je peux avoir le texte le plus rapidement possible, je prends. Le maximum de livres dans l'année. Antoine, toi, tu vas offrir quoi? Bah, tout ce qui touche à la rando. Hein. Si la personne elle aime bien la rando, pourquoi pas des chaussures, des duvets, des matelas, tout le stuff qu'il faut pour partir et dormir dehors. Ça, c'est toujours un cadeau qui fait plaisir. Tu vas nous organiser un truc, toi? Mais oui. On va se retrouver à faire un petit trek avec ça va être rigolo. Ça arrive. Bon, bah, merci à tous pour ces idées cadeaux. Il va falloir qu'on publie ça avant Noël pour que... Lydia, si tu m'entends, avant Noël. C'est pas mon audience, moi, de toute façon, je peux dire mes cadeaux. C'est l'heure de conclure. Je profite de ce dernier épisode de l'année 2024 pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé déjà au podcast, qui ont donné leur avis, les pros aussi qui ont été interviewés notamment par Philippe. Alors, on a eu plein, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, merci à tous. Merci Lydia pour le travail sonore, parce qu'on sait que c'est compliqué de retirer mes aspirations et l'éthique parfois des gens. Et merci évidemment à nos auditeurs de nous avoir supportés. On sait que vous êtes nombreux finalement à nous suivre épisode après épisode, ça fait plaisir, même tous ceux qui nous envoient des commentaires et certains qu'on réinterviewe d'ailleurs derrière. Donc n'hésitez pas vraiment à nous mettre des petits mots, on aime ça. Et puis à nous pousser si vous avez envie d'écouter des sujets l'année prochaine. 2025 en tout cas s'annonce riche en nouveautés. Alors je sais pas si on va faire trembler le monde de la tech l'année prochaine ou si on va être stabilisé, mais en tout cas il y aura des nouvelles aventures. Nous on va continuer le podcast. On aura peut-être des petites nouveautés l'année prochaine, donc restez connectés, abonnez-vous, et puis surtout des bonnes fêtes, et puis une bonne année, un bon début d'année, bon nouvel an, et à tout bientôt. Salut. 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 Salut.